Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Steve. Mon nom est Steve. Je travaille à l'ambassade du Canada à Paris, en France. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cette conférence durant la semaine de l'immigration francophone. Alors, c'est la Semaine nationale de l'immigration francophone qui en est à sa 13e édition. Ça a commencé hier jusqu'au 8 novembre prochain. Sous le thème Merci d'enrichir notre francophonie, surtout, je veux mentionner en l'honneur des nouveaux arrivants au Canada. Aujourd'hui, c'est un moment tout à fait particulier pour justement parler de cette francophonie pan-canadienne avec un focus sur l'immigration francophone. En effet, les communautés francophones et acadiennes sont bel et bien vivantes partout au Canada. Et l'immigration francophone vient renforcer davantage ce beau tissu social de toutes ces belles communautés partout à travers le Canada. Aujourd'hui, c'est une occasion de parler de ces communautés francophones partout à travers le pays. Et il n'y aura pas nécessairement de sujet en matière de programme d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, mais vraiment un focus en particulier sur les communautés. Et par le fait même, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois panélistes, dont Enoch et Emmanuel de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, et la FCFA, ainsi que Jean-François du réseau de développement, euh, de développement économique et d'employabilité, donc le REDE, qui vont pouvoir vous présenter cette présentation sur les communautés. À la fin de la présentation, il y aura une période de questions, donc vous êtes invité à soumettre vos questions en lien avec cette conférence et le thème de l'immigration francophone, et nous pourrons par la suite répondre à vos questions. Donc voilà, alors Enoch, Emmanuel et Jean-François, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Steve, et bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à remercier toute l'équipe de l'ambassade du Canada de nous donner cette opportunité de vous présenter la francophonie canadienne. Donc, si vous êtes intéressé par le Canada et songez à vous y installer, cette présentation est pour vous. Alors, nous allons vous présenter la vie en français d'un bout à l'autre du Canada. Et j'insiste bien sur l'expression d'un bout à l'autre du Canada parce que souvent, quand on parle du Canada français, on a l'impression qu'il y a vraiment qu'au Québec qu'on parle et on vit en français. Et on va vous démontrer le contraire lors de cette présentation. Alors, voici le plan de la présentation. On va vous présenter beaucoup d'informations durant cette demi-heure. Nous commencerons par vous expliquer qui sont les communautés francophones et acadiennes et en quoi l'immigration de personnes francophones est importante pour nos communautés. Nous vous présenterons brièvement nos organismes, donc la FCFA et le REDE, ainsi que leur rôle. Puis, nous voyagerons à travers le Canada en vous dressant un portrait des communautés francophones d'est en ouest. Et enfin, nous vous partagerons des informations pratiques et utiles à connaître avant votre arrivée au Canada. Alors, qui sont les communautés francophones et acadiennes? Historiquement, les francophones ont fondé ou participé à la fondation de nombreuses communautés partout au Canada. Progressivement, au cours du 19e et 20e siècle, l'anglophonie est devenue dominante partout sauf au Québec et dans certaines parties de l'Acadie. Ce qu'on appelle aujourd'hui la francophonie canadienne est composée de nombreuses localités où une présence francophone, incluant des institutions, continue à se perpétuer et coexister avec la majorité de langue anglaise. Les communautés francophones travaillent avec le gouvernement fédéral pour vous offrir les meilleures conditions à votre installation au Canada. Alors, au Canada, la population est culturellement très diversifiée et c'est également le cas dans les communautés francophones et acadiennes. Donc, selon le recensement de 2021, il y a une personne sur 5 qui est née à l'étranger. Et on a 250 origines ethniques présentes au Canada. Le Canada est aussi l'un des pays qui accueille le plus d'immigrants parmi les pays du G7. Et comme vous le savez certainement, le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. On a plus de 30% de la population canadienne qui parle français
et un francophone sur 5 habite ailleurs qu'au Québec. Ce qui m'amène à vous parler du point suivant, l'importance de l'immigration pour les communautés francophones. Pour la francophonie canadienne, l'immigration représente un enjeu d'avenir très important. Les collectivités francophones travaillent ensemble autour d'une même vision, celle d'une francophonie plurielle qui attire, intègre et inclut les personnes issues de l'immigration. Nous sommes engagés dans un projet de société dont la trajectoire s'étend sur plusieurs décennies. Le chemin à parcourir est au moins aussi long que celui déjà parcouru. Donc, ce projet interpelle toutes les forces vives de nos communautés et chaque secteur, chaque intervenant a un rôle à jouer. Il y a 3 raisons principales qui expliquent l'importance de l'immigration pour les communautés francophones et acadiennes. On va être transparent avec vous pour que vous ayez une compréhension du contexte et de la réalité canadienne. La première raison est démographique. Il faut savoir que l'immigration est la principale source de croissance de population au Canada. Le flux migratoire dépasse largement l'effet d'accroissement naturel. L'immigration des francophones dans nos communautés représente donc un facteur majeur pour augmenter le nombre de francophones à l'extérieur du Québec. Le second est économique. L'immigration impacte le développement économique du Canada. Elle permet de combler les pénuries de main-d'œuvre, de créer de nouveaux services et répondre à de nouveaux besoins. Une entreprise canadienne sur 3 appartient à une personne immigrante. Si nous prenons l'exemple du secteur de la santé, un travailleur sur 4 est un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante. Au niveau des communautés, les personnes immigrantes créent des emplois locaux essentiels dans tous les secteurs de notre économie, y compris la construction, les services professionnels, les soins de santé et le commerce au détail. La troisième raison est l'importance pour l'épanouissement de la vie en français. C'est une grande fierté pour les Franco-Canadiens de voir les francophones de toutes les origines participer au dynamisme de la vie en français dans leur communauté d'accueil au Canada, soit en s'impliquant dans la vie associative et culturelle ou encore en créant des entreprises, en étudiant, en envoyant les enfants à l'école ou dans les garderies francophones, mais aussi en faisant valoir leurs compétences, connaissances et savoir-faire individuels. Les communautés francophones ont la volonté d'impliquer les nouveaux arrivants dans tous les domaines de la vie et bâtir ensemble des lieux où chacune et chacun seront épanouis. Alors, qui est la FCFA? Donc, la FCFA, c'est la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui a pour mission de soutenir le développement et l'épanouissement des collectivités de langue française au Canada, à l'extérieur du Québec, et qui passe entre autres par l'immigration. Alors, plus précisément, notre équipe qui se consacre donc au secteur de l'immigration s'occupe principalement de sensibiliser les différents acteurs communautaires à la diversité culturelle, la diversité religieuse, ethnique, pour que aucune personne issue de l'immigration ne subisse de discrimination due à la méconnaissance culturelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on a établi la Semaine nationale de l'immigration francophone qui se déroule cette semaine, comme l'avait mentionné Steve tout à l'heure. Oups, excusez-moi. Également, notre rôle est de promouvoir les communautés francophones. Et enfin, pour plus de la moitié de notre mandat, on s'occupe de concerter et de renforcer les capacités de l'ensemble des joueurs communautaires qui travaillent à améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Alors, qui sont justement ces différents acteurs qui travaillent à favoriser l'immigration francophone? Donc, c'est que partout au Canada, sauf au Québec ou Nunavut, il y a 13 réseaux en immigration francophone qui se sont développés au cours de ces 20 dernières années. Donc, ces réseaux qu'on appelle aussi les RIF rassemblent une variété d'intervenants et intervenantes d'une même région pour partager leurs ressources et leur savoir-faire. Ils travaillent ensemble pour augmenter le nombre d'immigrants et le nombre d'immigrantes dans les communautés et pour créer des meilleures conditions pour les intégrer et favoriser leur vie en français. Donc, tout ça partout au pays. Donc, ces réseaux regroupent, par exemple, des services d'établissement, des services d'aide à l'emploi, des organismes de développement économique, des conseils scolaires, des collèges, des universités,
des services de santé, des centres culturels, le gouvernement, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette présentation. En complément au RIF, il y a aussi un projet appelé Communauté francophone accueillante. Il s'agit de 24 communautés, grandes et petites, ciblées pour leur caractère unique et leurs conditions favorables aux nouveaux arrivants. Ces projets ont pour but de créer des liens solides entre les nouveaux arrivants et les communautés d'accueil afin de découvrir et répertorier des approches innovantes et surtout performantes pour réussir l'intégration économique, sociale et communautaire. Les moyens mis en œuvre par les communautés varient selon les ressources en place et les besoins identifiés des nouveaux arrivants. Dans certains cas, on est en milieu urbain avec une foisonnante écologie d'organismes et d'appuis, et dans d'autres, on élargit les capacités communautaires limitées afin de créer des espaces plus accueillants ou même de nouveaux services. Les projets sont asymétriques, tout comme la taille et la composition des communautés d'un océan à l'autre. Notez que ce projet est en expansion à la suite d'une première cohorte bien réussie. Donc, je crois que c'est à mon tour. Donc, merci beaucoup de me transférer la parole. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada est l'organisme national de représentation, donc un organisme sans but lucratif, qui est voué au secteur du développement économique, de l'entrepreneuriat et de l'employabilité auprès des communautés francophones et acadiennes à travers le pays. Donc, je vois une petite coquille ici dans la description. On existe en fait depuis plus de 28 ans, donc notre existence remonte à 1997 et on opère notamment un réseau national composé de 12 organisations à travers le pays qui ont pour objet de desservir les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire dans 3 domaines précis. Donc, d'une part, tout ce qui est en matière de services d'accès à l'emploi, l'employabilité dans les communautés francophones. En deuxième lieu, tout ce qui a trait aux services d'entrepreneuriat, donc pour les gens désirant créer, mettre en place une nouvelle entreprise au Canada. Et dans un troisième temps, les projets en matière de développement économique, donc tout ce qui est stimulation, création de projets à saveur communautaire qui mobilisent à la fois des acteurs économiques et des acteurs de la société. Donc, on peut penser, par exemple, à des projets d'implication jeunesse, le développement durable, n'importe quel projet qui vise à épanouir, à renforcer la prospérité, notamment des communautés francophones à travers le pays. Donc, le réseau national est composé, comme je l'ai mentionné, de 12 organismes. Donc, on est dans 9 provinces et 3 territoires, à l'exception du Québec, bien évidemment. Alors, passons maintenant au portrait des communautés francophones d'Est en Ouest. Donc, je suppose que chacun d'entre vous envisage de s'installer au Canada de manière soit temporaire, soit peut-être permanente. On vous encourage d'abord à considérer toutes les possibilités qu'offre le Canada, qui est quand même le deuxième plus grand pays du monde avec 10 provinces et 3 territoires. Le Canada comprend aussi 6 fuseaux horaires, 7 climats distincts et une grande diversité de reliefs avec un vaste territoire maritime, des plaines à l'intérieur et des chaînes de montagnes. Donc, pour favoriser votre intégration, votre projet de vie doit être mûrement réfléchi en fonction des différents choix qui s'offrent à vous. Donc, nous allons vous brosser un portrait général des collectivités francophones du Canada selon 4 grandes régions, l'Est, le Centre, l'Ouest et nous terminerons par le Nord. Alors, commençons avec les 4 provinces maritimes qui se trouvent donc à l'Est du Québec, à l'Est du Canada. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais c'est composé du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Labrador. Donc, cette région est aussi appelée le berceau de la francophonie canadienne parce qu'elle est la première à avoir été colonisée par les Français bien avant la ville de Québec. C'est une région principalement rurale avec 4 grandes villes qui se démarquent. On a Moncton-Dieppe, Halifax, Charlottetown et Saint-Jean-de-Terre-Neuve et Labrador. Alors, ce sera au Nouveau-Brunswick que les francophones sont le plus représentés. La majorité vit à Edmundston,
dans la péninsule acadienne et à Moncton. En Nouvelle-Écosse, il y a une grande majorité de francophones situés à Cap-Breton, au nord de Sydney, ainsi qu'au sud-ouest, à la baie Sainte-Marie. Si on regarde les communautés francophones accueillantes en Atlantique, il y en a 8. Ces communautés sont de petite taille, bien soudées et riches en histoire, comme c'est le cas pour l'ensemble des Maritimes. Au Nouveau-Brunswick, 4 projets communautés francophones accueillantes sont en place. Au Saint-Jean, Kedgewick et Saint-Quentin, la région Chaleur et au nord-est de la péninsule acadienne. Ils sont tous situés dans des régions très francophones et 2 d'entre elles permettent de renforcer les liens avec les communautés autochtones locales. Vous y trouverez des services d'accueil et d'intégration en français, des services d'aide à l'emploi et au réseautage professionnel en français, ainsi que des activités de tout genre. En Nouvelle-Écosse, les 2 projets sont celui de la municipalité de Clare, au sud-ouest de la province sur la baie Sainte-Marie, et l'autre est situé à Cap-Breton, dans la communauté de Chéticamp, au nord-est de la province. Ces projets offrent l'accès à une riche histoire acadienne ainsi qu'à des activités culturelles et sportives. Clare offre un point de service au centre des visiteurs, tandis que Chéticamp, célèbre pour la Cabot Trail et un milieu communautaire robuste, s'appuie sur la Société Saint-Pierre et le Centre culturel des Trois-Pignons pour mener leurs projets. Pour l'île du Prince-Édouard, c'est la région Évangeline qui héberge la communauté francophone accueillante. Elle comprend les municipalités de Wellington et d'Abraham Village, ainsi que les collectivités rurales. Dans cette région, il y a des plages tranquilles avec du sable blanc, des falaises rouges et des phares pittoresques. Enfin, la communauté francophone accueillante du Labrador est située dans les communautés de Labrador City et Happy Valley Goose Bay. Ces villes sont situées à l'ouest et à l'est du Labrador respectivement. On y trouve beaucoup d'activités de plein air, un accueil chaleureux et des opportunités économiques. Alors, pardon. Concernant les services qui sont disponibles en français, vous pourrez trouver en Acadie 125 écoles élémentaires et secondaires de langue française, dont 92 se trouvent au Nouveau-Brunswick. Il y a 2 collèges communautaires, donc ce sont des écoles techniques. L'un se trouve au Nouveau-Brunswick et l'autre sur l'île du Prince-Édouard. Nous avons 2 grandes universités de langue française, l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick et l'université Sainte-Anne qui se trouve en Nouvelle-Écosse. Les services de santé sont disponibles en français. Par exemple, on a à Moncton l'hôpital universitaire Georges Dumont et en Nouvelle-Écosse, les hôpitaux régionaux de Digby et de Yarmouth. Et enfin, en ce qui concerne la culture, donc je ne sais pas si vous connaissez l'Acadie, mais elle est vraiment connue mondialement pour ses différents attraits touristiques, culturels, comme des célébrations à la fête nationale de l'Acadie le 15 août. Et c'est vraiment une fête extraordinaire, il faut y participer. Et il y a différents accents aussi, l'accent chiac qui est une sorte de patois français, anglais, typique vraiment des Acadiens. Au niveau des principaux secteurs les plus créateurs d'emplois dans la province, on retrouve vraiment une variété de secteurs d'activité. Veuillez noter que dans plusieurs régions économiques, comme par exemple à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, certains secteurs d'activité, comme par exemple l'agriculture, la transformation de produits alimentaires, sont vraiment prédominants. Donc, c'est l'un des terreaux agricoles du Canada. Mais vous avez également une variété de secteurs qui relèvent également d'opérations vraiment plus technologiques. Vous avez par exemple une industrie du transport, de la logistique qui est vraiment importante dans la région, l'entreposage de matières premières et de matières secondaires qui est lié justement à l'industrie agroalimentaire dans la région. Vous avez notamment le secteur de l'énergie qui est très prépondérant avec notamment l'énergie éolienne, l'énergie marimotrice ainsi que les produits de l'industrie pétrolière au large de la côte de Terre-Neuve et Labrador. Vous avez dans certaines régions, comme par exemple au Nouveau-Brunswick, dans la région de Moncton,
les services reliés aux télécommunications, aux services à la clientèle qui sont très prédominants. Donc, une industrie qui est très forte dans la région. La transformation alimentaire est également importante. Vous avez différentes possibilités qui s'ouvrent à l'horizon au niveau des administrations publiques. Le tourisme est également un secteur très prévalent dans la région. Donc, c'est un des moteurs économiques. Donc, beaucoup de Canadiens et Canadiennes et de personnes autres en Amérique du Nord viennent durant la saison estivale dans l'Atlantique pour diverses raisons, la tranquillité, les plages chaudes. Vraiment, c'est un endroit de prédilection. Mais ça reste une industrie également qui est très liée au secteur primaire. Donc, dans certaines régions, par exemple, vous avez également les produits de foresterie, de pêche. C'est des industries qui sont encore très prévalentes. D'ailleurs, lié à la pêche, vous avez le secteur maritime également qui est très prévalent. Notamment, le gouvernement du Canada s'est engagé récemment à faire des investissements sectoriels dans la production de chalutiers, de bateaux en tout genre. Donc, vous allez avoir une croissance de ce secteur dans les prochaines années. D'ailleurs, le budget fédéral va être déposé demain. Donc, vous aurez différentes annonces d'investissements stratégiques qui vont être faits dans plusieurs industries dans l'Est du Canada. Enfin, j'aimerais terminer sur le fait que tout ce qui est commerce de proximité, commerce de gros, commerce de détail est également un secteur de prévalence dans la région lié justement à la production agricole, lié à la transformation industrielle. Donc, ce sont essentiellement les principaux secteurs d'activité économique pour la région. Faisons maintenant un bond vers le centre du Canada pour découvrir l'Ontario, où nous nous situons d'ailleurs actuellement. Donc l'Ontario, c'est la province où se trouve le plus de francophones ailleurs qu'au Québec. Une grande majorité d'entre eux se trouvent à l'est de l'Ontario, autour d'Ottawa, qui est la capitale du Canada. Ils sont aussi nombreux autour de Toronto, ainsi qu'à Sudbury et dans d'autres petites collectivités dans le nord. Toronto, que vous connaissez, c'est donc la plus grande ville du Canada, ainsi que la capitale de l'Ontario. C'est une ville dynamique, très peuplée, et qui compte une grande diversité ethno-culturelle. Mais c'est vrai que là-bas, le coût de la vie est assez considérable et on constate que de plus en plus d'immigrants optent plutôt pour le nord de l'Ontario, qui est peut-être plus abordable. Pardon, j'avais pas fini. Également, les francophones de l'Ontario sont vraiment fiers de célébrer chaque année en septembre. Ils célèbrent le jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes qui rassemblent des communautés, tous habillés en vert et en blanc autour de différentes activités festives. Donc, il y a vraiment une activité culturelle franco-ontarienne très typique des Franco-Ontariens. D'ailleurs, moi, j'en suis un très fier franco-ontarien. Si on regarde de plus près les communautés francophones accueillantes en Ontario, ils sont 6 dans la province. Hawkesbury et Cornwall à l'est, Sudbury et le corridor de la route 11 au nord, Hamilton et London au centre-sud-ouest. À Hawkesbury, la vie au quotidien se déroule en premier lieu en français. Cette ville se situe à proximité de la rivière des Outaouais, entre Montréal et Ottawa. Il y a une multitude de services francophones communautaires et sociaux offerts à tous les groupes d'âge. Sa situation géographique permet des activités de plein air de tout genre et puis pour tous les goûts. En été, vélo, rafting, parc aquatique ou activités nautiques et pour l'hiver, ski de fond, raquettes, motoneige. Cornwall est une ville de taille moyenne ayant une forte population francophone et anglophone collée aux frontières québécoises et états-uniennes sur l'autoroute 401. Elle offre déjà des services en établissement en français, notamment pour les réfugiés. C'est une communauté avec beaucoup de partenaires engagés dans le projet, désireux de rehausser le profil francophone de la communauté. Elle est également aux abords du fleuve Saint-Laurent où beaucoup d'activités nautiques sont possibles. Sudbury est une ville plus importante que Hawkesbury par taille. C'est la principale ville du nord-est de l'Ontario.
Elle est située à 5 heures de route de Toronto et se démarque, entre autres, par ses institutions postsecondaires, ses attractions touristiques et centrée sur la science et la géologie. Sa municipalité bilingue s'intéresse à la cause francophone ainsi que sa communauté francophone rayonnante avec un centre de santé francophone, plusieurs organisations culturelles et artistiques franco-ontariennes, du théâtre, des festivals de la musique, des garderies et des écoles francophones. Le corridor de la route 11 inclut la ville de Timmins et inclut aussi plusieurs petites communautés sur cette route de Cochrane jusqu'à Hearst. Ces petites communautés sont très fortement francophones et veulent montrer leur fierté et leur joie de vivre et la beauté des forêts d'épinettes noires. Le projet Communauté francophone accueillante organise des activités dans les différentes communautés et engage beaucoup ses partenaires locaux pour favoriser l'intégration et la rétention. La communauté francophone accueillante de Hamilton se situe entre Toronto et les chutes du Niagara. C'est une ville sanctuaire et historique ponctuée d'une centaine de cascades. La communauté francophone accueillante est multiculturelle et extrêmement dynamique. La ville vise à devenir un centre des arts, du divertissement et de la culture. Hamilton est aussi connu comme un carrefour d'innovation. C'est ici que se retrouve le University of McMaster, un des principaux instituts de recherche canadiens en sciences de la santé et en génie, de même que le McMaster Innovation Park, un important parc de recherche scientifique. Hamilton est aussi avoisinante aux vignobles qui soutiennent l'industrie vinicole de l'Ontario. London est le lieu de la communauté francophone accueillante la plus au sud du pays. Entre Toronto et Windsor, cette ville abrite l'université Western et d'autres institutions postsecondaires. Elle jouit d'une communauté francophone bien ancrée depuis longtemps et de nombreux services et une population déjà bien diversifiée. Son projet cherche à enrichir la vie en français, offrir des opportunités économiques variées et à soutenir l'inclusion et à la francophonie locale. Alors, concernant les services disponibles en français, l'Ontario compte 450 écoles élémentaires et secondaires de langue française, d'ailleurs où j'ai inscrit mes propres enfants. Plusieurs institutions postsecondaires comme l'Université de l'Ontario français à Toronto, l'Université de Hearst dans le nord de l'Ontario, l'Université d'Ottawa, où d'ailleurs, Inouk, je crois que tu as étudié, hein, c'est ça? Qui est l'une des plus grandes universités canadiennes, et aussi l'Université Laurentienne à Sudbury. À savoir que l'Université d'Ottawa et Laurentienne sont toutes les deux bilingues. On a 2 collèges de langue française, donc on vous a parlé tout à l'heure, le collège La Cité et le collège Boréal à Sudbury et à Toronto. Dans l'Est, au niveau de la santé, donc dans l'Est et le nord de l'Ontario, il y a plusieurs hôpitaux et cliniques qui sont bilingues, tandis que dans le sud de l'Ontario, il y a des centres de santé communautaires qui offrent des services en français. Il y a beaucoup d'activités culturelles aussi et de loisirs en français qui sont présentes en Ontario avec des théâtres, du concert, de la musique, des festivals, tout ça en français, vraiment apprécié par tous les francophones. Alors, j'aimerais renchérir sur le point mentionné par Inouk sur l'appartenance à la communauté franco-ontarienne. Moi-même également, je suis franco-ontarien d'origine. Il me fait plaisir et je suis fier d'appartenir à cette communauté. Donc, l'Ontario représente une des provinces les plus diversifiées sur le plan économique. Donc, c'est un des moteurs économiques du pays et on y retrouve une grande concentration d'industries qui sont très spécifiques. Vous avez, par exemple, l'industrie sidérurgique qui est représentée dans le sud-ouest de la province, donc la péninsule entourant Hamilton jusqu'à Oshawa. Vous avez énormément de concentration d'industries liées au secteur de l'acier, de l'automobile. Donc, la transformation manufacturière est très présente dans la région du Grand Toronto. Vous avez énormément de services professionnels, scientifiques, techniques liés à une variété d'expertises. Donc, que vous soyez dans la finance, l'investissement, l'ingénierie, tous ces profils, ils sont représentés en grande majorité dans la province. Vous avez l'industrie des mines et des ressources naturelles qui est très présente dans le nord de l'Ontario. Donc, pour quelqu'un qui est architecte, par exemple, qui est ingénieur, qui est géologue, il y a énormément de possibilités dans cette région de la province.
tout ce qui est commerce de gros, de détail, l'industrie du transport, de la logistique est énormément présent. C'est des vastes distances et donc il y a tout un réseau d'entreprises qui opèrent dans la province. Le domaine des soins de santé, l'assistance sociale, les domaines de l'éducation primaire et secondaire sont bien représentés et il y a des pénuries sectorielles dans ces domaines précis, donc énormément de possibilités de s'insérer advenant les profils qui sont en lien avec ces domaines précis. Tout le domaine de l'industrie, des médias, de la culture est très présente. Donc, on a mentionné Toronto et la région du Grand Toronto comme étant un épicentre de la culture un petit peu plus tôt. Donc, l'industrie audio, télévisuelle est très présente. Donc, des studios d'enregistrement pour des grandes productions, soit canadiennes ou américaines, ils sont présents. Donc, c'est une industrie qui est en vogue et qui bénéficie du soutien de nombreux paliers gouvernementaux. La construction est également très en vogue dans différentes régions, se spécialisant soit dans la construction résidentielle, comme par exemple Ottawa, toute la vallée du Saint-Laurent menant jusqu'à Toronto, le sud-ouest de l'Ontario est très présent. Dans le nord, il y a des grands projets d'infrastructure également qui sont menés. Donc, toute la région du cercle de feu en ce moment bénéficie d'un engouement et de stimulation économique. Donc, vous avez de la construction reliée à l'accès, par exemple, aux mines, reliées aux minéraux critiques. Donc, c'est des secteurs d'activité qui sont extrêmement en vogue. Au niveau des télécommunications, 3 des plus grandes compagnies au Canada se retrouvent en Ontario. Donc, vous avez Bell, vous avez Rogers, vous avez TELUS qui emploient des centaines de milliers de personnes. Donc, vous avez des possibilités intéressantes de ce côté-là. Et enfin, comme il a été mentionné précédemment, mon industrie favorite, qui est la culture, la viniculture, donc tout ce qui est vignoble. Il n'y a pas juste la région du Niagara qui est représentée, quoique c'est l'épicentre de la culture, mais vous avez également des installations dans la région du comté de Prince-Édouard. Vous avez au sud, près de la région de Windsor, c'est une industrie qui est en vogue et qui emploie d'ailleurs plusieurs francophones. Vous avez il y a eu une publication faite récemment sur des réseaux sociaux par l'organisme ontarien chargé de le contrôle des alcools qui mettait en vedette toutes les productions franco-ontariennes qui se retrouvent en province et il y en a plusieurs douzaines. Donc, c'est une industrie qui est très intéressante et qui donne une valeur ajoutée à la province. Et voilà, c'est tout de mon côté. Nous allons continuer avec un rapide survol de l'Ouest canadien. Donc à l'ouest, il y a les Rocheuses, donc une chaîne de montagnes qui délimite la frontière de la Colombie-Britannique à l'Alberta. Plus à l'est, les prairies canadiennes, qui sont de grandes plaines qui comprennent l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Et c'est justement au Manitoba que les francophones se sont établis en premier dans l'Ouest dès le début du 19e siècle. Une grande majorité d'entre eux habitent à Winnipeg, précisément dans le quartier Saint-Boniface et de Saint-Vital. Ces quartiers sont le cœur de la culture, de la vie culturelle en français au Manitoba. En Saskatchewan, les francophones sont répartis à la fois dans les villes comme Regina, Saskatoon ou Prince-Albert, mais aussi dans des collectivités rurales centenaires comme Zénon Park, Willow Bunch ou Gravelbourg. En Alberta, le nombre de francophones a considérablement augmenté ces dernières années grâce à un boom économique. Les francophones sont très présents dans les grandes villes comme Calgary, Edmonton et plus au nord, il y a Fort McMurray ou Grande Prairie. Beaucoup d'immigrants choisissent de s'y installer. Et enfin, la Colombie-Britannique, c'est la province où la proportion des francophones issus de l'immigration est la plus élevée. On a 30% de la population de langue française qui n'est pas née au pays. Donc, beaucoup d'immigrants sont attirés par la Colombie-Britannique parce que c'est une très, très belle province. On peut profiter de l'océan Pacifique, de nombreuses chaînes de montagnes.
et également de la forêt et d'un climat plus doux. À savoir que la plus grande partie de la population francophone se trouve à Vancouver et à Victoria. Du côté des communautés francophones accueillantes, il y en a 7 dans l'Ouest qui sont situées à Nanaimo et à Prince George en Colombie-Britannique, à Calgary en Alberta, à Moose Jaw-Gravelbourg, qui est un projet régional, ainsi qu'à Prince Albert en Saskatchewan. Puis au Manitoba, ce sont 2 projets régionaux dans les régions de la Rivière-Seine et de la Rivière-Rouge. Ces projets sont tous très différents les uns des autres. En Colombie-Britannique, par exemple, les 2 projets sont à Nanaimo, sur l'île de Vancouver, au bord de l'océan Pacifique, tandis que Prince George est dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, là où on trouve beaucoup de petites communautés forestières et minières. Et c'est un endroit qui mélange les avantages d'une ville avec la proximité à la nature. Il y a une communauté francophone de plus d'un demi-siècle et puis les 2 projets sont logés auprès d'associations francophones, le Cercle des Canadiens français de Prince George et l'Association francophone de Nanaimo. À Prince George, on se concentre sur des services directs, le maillage avec l'anglophonie et des activités communautaires, tandis qu'à Nanaimo, le projet s'oriente autour d'activités grand public, de connexions communautaires et des activités. Calgary est la 4e plus grande ville au pays après Toronto, Montréal et Vancouver. Cette métropole multiculturelle se caractérise par une énergie pionnière où tout semble possible pour une personne ambitieuse, travaillante. Une forte diversité économique est présente dans cette ville et en transformation rapide grâce à une grande croissance démographique. De plus, Calgary est habité par des fanatiques du sport, du plein air et de la nature. Si on passe à la Saskatchewan, elle fait craquer plusieurs sous le charme de ses petites communautés pittoresques et ses surprenants paysages. Gravelbourg et Moose Jaw sont 2 communautés avoisinantes du sud-ouest de la province qui font partie du même projet CFA. Moose Jaw a des attraits touristiques et historiques comme de vieux tunnels où se cachait Al Capone, le gangster américain de la Prohibition pendant les années 20. Et Gravelbourg, pour sa part, est doté d'institutions comme le Collège Mathieu et une communauté francophone dynamique et bien enracinée au milieu rural. Prince Albert, l'autre CFA de la Saskatchewan, plus au nord, est un projet qui mise sur les partenariats et la collaboration avec d'autres acteurs de la Françaiscoisie, la communauté anglophone et le milieu scolaire qui développe aussi une nouvelle école francophone dans la ville. Au Manitoba, c'est intéressant que les 2 projets soient à la fois régionaux et nommés pour leur rivière. Celui de la Rivière-Seine rassemble les municipalités de Taché, Sainte-Anne et la Broquerie, tandis que celui de la Rivière-Rouge est un peu plus à l'ouest et rassemble Richteau, Montcalm et de Salaberry et le village de Saint-Pierre-Joli. Ce sont de petites communautés agricoles avec une bonne présence francophone. Voici des environnements idéaux pour ceux qui souhaitent découvrir le charme de la vie rurale avec la sécurité, la convivialité et l'isolement qu'on y trouve, tout en habitant à proximité d'un grand centre, Winnipeg. De plus, les Franco-Manitobains ont déjà une habitude d'inclusion envers les nouveaux arrivants francophones et ont à la fois les structures en place pour l'accueil et une appréciation pour la diversité qui s'y installe. Si on regarde les services qui sont disponibles en français dans l'Ouest, il existe 115 écoles élémentaires et secondaires de langue française. Au niveau postsecondaire, on trouve 2 collèges et 3 universités situées à Winnipeg, Regina, Edmonton et Vancouver. Enfin, plusieurs services en français sont regroupés au même endroit dans les grandes villes afin de simplifier leur accès. C'est le cas pour le Centre culturel franco-manitobain à Winnipeg, la Cité francophone à Edmonton, la Cité des Rocheuses à Calgary et la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique à Vancouver. Donc, traditionnellement parlant, l'Ouest canadien était vraiment, et demeure toujours jusqu'à ce jour, le moteur à grains de l'économie canadienne dans la mesure où l'agriculture était traditionnellement prédominante. Donc, avec des cultures concentrées sur l'orge, le blé et une variété d'autres monocultures. Mais l'effervescence de l'économie dans les dernières décennies a fait en sorte que le portrait s'est diversifié. Donc, au niveau des ressources naturelles, la potache, l'industrie de l'énergie, donc pétrole, gaz naturel, ont vraiment
remplacer l'agriculture comme étant l'un des moteurs, surtout en Alberta et en Saskatchewan, de l'économie de la région. N'empêche, le portrait est beaucoup plus diversifié dans la mesure où on a des champs de spécialisation selon la région. Si on prend par exemple la Colombie-Britannique, vous avez une industrie du jeu vidéo qui est très développée. À Vancouver, vous avez une industrie médiatique également avec les productions américaines qui sont très développés. Donc, pour quelqu'un qui s'insère dans le multimédia ou l'informatique ou encore la production audiovisuelle, ce sont des secteurs d'activité très attrayants. L'industrie ferroviaire, l'industrie du transport, de la logistique est très prédominant dans cette région du pays, dans la mesure où il y a des grandes distances à parcourir avec énormément de produits issus de l'extraction de ressources naturelles. Donc, vous avez également à travers la région, différents services rattachés à ces cœurs de communauté, donc tout ce qui est domaine de la santé, il y a énormément de demandes en ce sens, les services d'enseignement, tant au niveau primaire et secondaire que dans les études supérieures. Vous avez tout ce qui est domaine de l'assistance sociale, donc les services sociaux, communautés. Vous avez également d'autres industries qui sont rattachées. Les mines sont très prédominantes dans le nord de certaines provinces. Les services d'hébergement, de restauration, le tourisme, notamment en Colombie-Britannique et en Alberta, est très prédominant. Donc, c'est une industrie qui emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes à chaque année. La production chimique est très présente en Alberta également. Les services rattachés à la finance, aux assurances, les investissements dans certains types de produits miniers, comme par exemple l'or, le diamant, le pétrole, ils sont très prévalents. Donc, vous avez des champs de spécialisation qui se développent par industrie. L'immobilier dans certaines régions, comme par exemple à Calgary, à Edmonton et à Vancouver, est très important. Donc, c'est une industrie qui emploie plusieurs milliers de personnes. Et enfin, les services de construction reliés à ce boom économique de la région qui est rattaché sont très importants. Donc, vous avez un profil légèrement différent par rapport aux deux autres régions du pays, dans la mesure où vous avez une prévalence de l'industrie énergétique et des services qui y sont rattachés. Mais n'empêche, c'est une région qui est très dynamique sur le plan économique et qui est amenée à grandir. Toutes les projections montrent que ces régions vont croître de façon subséquente dans les prochaines années. Alors, nous finissons cette tournée éclair du Canada avec le Grand Nord canadien. Je sais qu'on parle beaucoup, mais le Canada est grand. Donc, le nord du Canada avec le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon. C'est dans ces trois territoires que le nombre de francophones a le plus augmenté ces dernières années. De plus en plus d'immigrants sont attirés finalement par la nature, les paysages de l'Arctique en pleine transformation, c'est magnifique. La grande majorité des francophones se trouvent dans les capitales des territoires, c'est-à-dire Whitehorse pour le Yukon, Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest et Iqaluit pour le Nunavut. Ces mêmes communautés ont aussi été désignées communautés francophones accueillantes. On pourrait dire qu'elles ont toujours été accueillantes puisque la majorité des habitants des territoires demeurent les diverses communautés autochtones composées des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Dans ces villes se trouvent tous les services disponibles en français. Les écoles élémentaires et secondaires, les garderies, les services d'aide à l'emploi, les services pour vous orienter, y compris des services aux immigrants. Les communautés francophones dans le nord du Canada sont tissées serrées. Il y a de nombreuses activités socio-culturelles organisées pour faciliter les rencontres et les échanges entre les francophones déjà établis et les nouveaux arrivants. Les communautés sont isolées. Le coût de la vie est un peu plus cher, mais en échange, on a accès à des expériences inoubliables comme les aurores boréales, le soleil de minuit ou bien des aventures en plein air. Le Nunavut, le territoire le plus neuf du Canada, peut se vanter d'être trilingue avec l'Inuktitut, le français et l'anglais comme langues officielles. La communauté francophone accueillante d'Iqaluit vise un accueil chaleureux et des appuis à l'intégration économique des nouveaux arrivants francophones.
Yellowknife, la capitale des territoires du Nord-Ouest, en est le centre névralgique, culturel, économique, touristique et social. Les cultures autochtones y sont omniprésentes et c'est la ville canadienne qui vante le plus d'heures d'ensoleillement en été. Et puis, le projet vise, entre autres, à développer de nouveaux services en français, rehausser le statut de l'immigration auprès de la municipalité et la population, ainsi qu'à créer des liens entre la francophonie établie et nouvelle arrivante. Whitehorse a beaucoup à offrir en commençant par une qualité de vie inégalée, de grands espaces et des paysages à couper le souffle. Nous y sommes à quelques minutes des montagnes à gravir et des rivières à pagailler. Le projet de communauté francophone accueillante s'intéresse à offrir des services d'accueil et d'établissement, à collaborer avec la municipalité et les organismes anglophones pour mieux accueillir les nouveaux arrivants et sensibiliser les entreprises aux réalités de l'immigration. À toi, Jean-François. Merci. Donc, en fonction du contexte géopolitique actuel, le nord du Canada bénéficie en ce moment d'une attention particulière dans la mesure où il y a beaucoup de possibilités à l'horizon. Avec l'ouverture du passage nordique, plusieurs industries sont en plein développement dans l'Arctique canadien ou encore dans les territoires de façon générale. Donc, vous avez des services liés, par exemple, à l'approvisionnement en matière de défense, aux industries liées à l'extraction de ressources naturelles, donc tout ce qui est énergie, donc gaz naturel, mines. Donc, principalement, le diamant et l'or sont très convoités dans ces régions spécifiques. Mais au niveau des communautés, vous avez également plusieurs possibilités liées à des services spécialisés. Par exemple, l'administration publique est l'un des plus grands employeurs de la région et offre plusieurs possibilités de travailler dans les 2 langues officielles. Les soins de santé, l'assistance sociale sont des industries prévalentes. Les services d'enseignement primaire, secondaire et au niveau de la recherche universitaire dans l'Arctique connaît une croissance assez intéressante dans la mesure où cela devient un investissement stratégique pour les Canadiens et Canadiennes. Donc, il y a plusieurs projets de recherche qui s'y opèrent. Les services reliés à la création d'entreprises, les services relatifs aux bâtiments deviennent de plus en plus prévalents. Le tourisme nordique est également en croissance dans des régions périurbaines, par exemple à Whitehorse ou Yellowknife. Vous avez des services spécialisés qui émergent pour de nombreux touristes venant de partout à travers le monde et donc offrent des possibilités intéressantes. La petite enfance est également un secteur intéressant dans la mesure où, de façon générale, mais très amplifiée dans le nord du pays, il y a une pénurie au niveau des personnes étant qualifiées pour s'insérer dans le domaine de la petite enfance. Donc, ça devient un secteur très, très, très intéressant. Et enfin, et non pas le moindre, vous avez tous les services reliés à l'hébergement des personnes arrivant dans le Nord. Donc, vous avez une grande population, par exemple, de spécialistes, d'ingénieurs, de personnes dans l'industrie minière qui vont et viennent dans le Nord. Et il y a beaucoup d'installations reliées à les services d'hôtellerie et de restauration. Donc, ça demeure une région qui est en croissance continue et qui va être également amenée à croître là, de façon très stratégique au niveau des prochaines années, dans la mesure où le gouvernement canadien investit largement dans ces régions pour diversifier le profil économique. Donc, une région très, très, très intéressante et qui est amenée à croître là, de façon fulgurante au cours de la prochaine décennie. Je vois le temps qui file, c'est vraiment les dernières informations, les dernières slides. Je voulais vous partager quelques informations pratiques que vous devriez connaître avant de commencer vos démarches d'immigration. Donc, si on peut vivre en français, étudier en français et envoyer ses enfants à l'école, pardon, en langue française, il y a quand même de bonnes chances qu'on y travaille en anglais. Puis Jean-François, tu me reprendras si c'est faux. Donc, la connaissance des 2 langues est vraiment importante. Il faut que vous ayez en tête que le Canada offre plusieurs perspectives de vie. Vous pouvez vous établir dans les grands centres urbains comme dans des villes plus rurales qui seront moins chères. Voilà, je vais passer.
Excusez-moi. Donc, sachez également aussi que dans chaque province et territoire, il y a des réglementations qui sont différentes. Donc, le permis de conduire, par exemple, est différent selon les provinces et les territoires. Vous voyez les cartes ici des permis de conduire. Il y a aussi l'assurance maladie qui sont différents, les impôts, les taxes. Mais le plus limitant, ce sont les métiers et les professions réglementées au niveau des provinces. Dans le but de protéger le public ou de leur assurer un standard de qualité. Et Jean-François pourra vous en parler, mais gardez bien en tête que dans certains secteurs d'activité, il y a des règles, c'est régi par des ordres professionnels qui sont différents dans chaque province et territoire, notamment donc la santé, le droit, l'administration et des affaires. Donc ça peut être par exemple des comptables, des avocats, les notaires, ce sont vraiment des exemples. Et il y a aussi des ordres professionnels au niveau en génie, en aménagement et en sciences, qui concernent donc les agronomes, les architectes, les ingénieurs et bien d'autres encore. Il y a aussi d'autres professions qui sont réglementées par les gouvernements provinciaux, comme l'enseignement, les métiers de la construction ou certaines qualifications professionnelles. Ça signifie que là encore, la réglementation change d'une province à l'autre. Donc, vous pouvez vous renseigner sur les sites des gouvernements. Donc, toutes ces informations sont données pas pour vous faire peur, mais vraiment pour être transparent sur tout ce que vous devez vous préparer avant de pouvoir vous installer. Sachez aussi qu'il existe des services offerts en français gratuitement à l'intention des résidents permanents. Dès que vous avez obtenu la confirmation de votre résidence permanente, vous pouvez prendre contact avec un agent à connexion francophone qui offre des services pré-départ variés. Information, orientation, ateliers pour chercher un emploi, des foires à l'emploi et des sessions de réseautage. Il y a un guichet unique et vous serez redirigé vers l'organisme qui s'occupe des services pré-départ dans la région que vous avez choisie. Une fois arrivé au Canada, il existe de nombreux services d'établissement en français, toujours gratuits, qui aident les nouveaux arrivants en fonction des besoins dans les différentes démarches administratives, recherche de logement, médecin de famille, ouverture d'un compte bancaire, appui à la recherche d'emploi, réseautage professionnel, connexion avec la communauté, des cours d'anglais ou de français, ou les deux, intégration des enfants à l'école, formation professionnelle. Également, à l'aéroport de Toronto, à Pearson, un point d'accueil francophone est présent pour vous informer et vous orienter vers votre nouvelle communauté d'accueil à la destination finale. Où que vous choisissez de vous installer, les collectivités de langue française sont là pour vous accueillir et faciliter votre établissement et dans certains cas, elles iront même vous accueillir à l'aéroport à votre arrivée. Donc, pour conclure, nous vous invitons à consulter le portail www.immigrationfrancophone.ca et particulièrement la rubrique « Immigrer au Canada en français ». Vous y retrouverez vraiment de nombreuses informations avec des liens utiles sur les programmes, comment choisir sa région, comment trouver un travail, comment étudier. Vous trouverez aussi quelques astuces pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, au Maroc, en France. Donc, prenez le temps de faire le tour de ce site et des différents liens. C'est un projet de vie qui se réfléchit et se construit avec le temps. Ça prend du temps comme des ressources. Et puis, pour terminer cette présentation, voici une page de référence avec des liens utiles concernant la recherche d'emploi, les services pré-départ, les informations sur les équivalences de diplômes, les professions réglementées et tout ce qui concerne la recherche d'école ou d'université en français. Toutes ces informations et bien plus sont présentes sur les sites de référence immigrationfrancophone.ca et fcfa.ca. Merci beaucoup. Merci. Alors, super. Et, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était hyper enrichissant. J'ai d'ailleurs appris plein de nouvelles choses sur mon propre pays. Donc, c'était hyper intéressant. Je pense que la clé, comme Emmanuel l'a mentionné, lorsqu'on planifie un projet de mobilité ou un projet d'immigration au Canada, c'est d'être bien préparé et d'en savoir davantage sur, premièrement, la destination ou environ dans quelle province ou territoire on désire s'établir.
Mm. Il y a aussi toutes les questions au niveau des réglementations, des professions réglementées. Donc, c'est important de se renseigner si vous êtes, par exemple, ingénieur, médecin, infirmier, infirmière, éducateur ou en fait un enseignant. C'est important de bien se renseigner à savoir quelles sont les exigences requises pour pouvoir pratiquer dans une province ou un territoire. Euh, il y a une chose qui m'a marqué un peu, Inouk. Tu as mentionné l'expression le soleil de minuit. Et est-ce que tu peux Oui, développer un peu le sujet là, du soleil de minuit? Ça a piqué ma curiosité. ben, le soleil de minuit, c'est que dans le Grand Nord canadien, on arrive à des moments, surtout au solstice d'été, où le soleil reste dans le ciel toute la journée, ou presque, dépendant où on est. Donc, on peut avoir le soleil à minuit et ça crée tout un environnement social et d'activité où il y a des gens qui sortent jouer au tennis à 11 heures le soir, à minuit, parce qu'il fait encore très soleil. Peut-être qu'il va y avoir 1 heure de nuit ou 2 heures de vraie nuit que le soleil se couche. Puis il y a des jours où vraiment le soleil fait juste frôler l'horizon, encore une fois, dépendant comment au nord on est. Incroyable. J'ai jamais vécu l'expérience, mais ça a piqué ma curiosité. Il reste pas beaucoup de temps. Je peux peut-être poser une question qui vient du public, qui est d'ordre général, qui était très intéressante. C'est une question qui vient de Imen. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des organismes qui accueillent les nouveaux arrivants? Donc, on parle ici des organismes qui aident à l'installation ou qui accueillent les immigrants, les nouveaux arrivants dans les communautés francophones. Est-ce que tu veux y aller, Anouk? Certainement. Donc, quand on parle des organismes qui font ce travail-là, on parle des organismes en établissement. Et dans la plupart des grands centres et dans plusieurs plus petits centres aussi, c'est un service où on peut se rendre en personne une fois qu'on arrive en territoire canadien. Et là, on reçoit de l'accompagnement. Il y a il y a tout un processus. On fait l'orientation, on analyse le cas de la personne, quels sont ses besoins, est-ce qu'il y a des enfants à inscrire à l'école, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques dont on doit tenir compte. Puis là, c'est un accompagnement qui se déploie pour aider la personne selon les services qu'ils ont besoin. Ces services existent en français et en anglais. Chaque nouvel arrivant, nouvelle arrivante a le choix de recevoir ces services en français ou en anglais. Et moi, je recommande bien sûr les services en français parce que ça va vous aider à connecter tout de suite à la communauté francophone, apprendre qu'il y a une école de langue française versus l'école d'immersion qui n'est pas la même chose. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser ces services-là. Et puis c'est à eux que vous pourrez poser les questions spécifiques sur votre communauté, votre ville. Ils vont vraiment se faire plaisir de vous accompagner. Si je peux compléter, ce sont des services donc destinés aux résidents permanents, d'expression française pour les services en français. Et ils vous aident, donc, comme disait Inouk, à vous orienter et à vous appuyer dans différentes démarches, notamment ça peut être la recherche de logement, la recherche de travail, des écoles, peut vous aider à vous offrir des cours de langue, également des possibilités de réseautage pour vous connecter aussi bien avec les employeurs qu'avec la communauté elle-même francophone. Et elle peut offrir aussi des activités culturelles. J'oublie certainement tout ce qu'ils peuvent faire, mais c'est vraiment un point important pour vous. Ça vous facilite la vie, en fait, dans votre intégration. Effectivement. Alors, très bien, je vois que le temps file, hein, il reste seulement 2 petites minutes. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Cependant, bonne nouvelle, il va y avoir une autre, en fait, une webconférence qui aura lieu le 3 décembre prochain et qui a comme titre, en fait, c'est le marché du travail dans les provinces atlantiques. Ça a lieu le 3 décembre. C'est en collaboration avec le REDE, donc le Réseau de développement économique et d'employabilité. Donc, il y aura dans les réseaux sociaux des annonces de fait pour les inscriptions. Si ce n'est pas déjà fait, en fait, je ne suis pas certain, c'est possible que ce soit déjà annoncé. C'est dans un mois. Donc, au cours des prochaines semaines, suivez bien les nouvelles. L'ambassade du Canada
à Paris, la section d'immigration a une infolettre aussi. Donc, si vous désirez être tenu au courant de toutes nos activités que l'on organise, avec l'ORED, par exemple, ou encore nos propres activités en présentiel, comme Destination Canada Forum Mobilité, qui est un événement de réseautage, d'information, de recrutement aussi. Et la prochaine édition aura lieu en février prochain, en 2026, et elle sera, dans un premier temps, 3 segments. Un premier temps en ligne, donc c'est une édition qui est en ligne les 2, 3 et 4 février. Ensuite, on se dirige en présentiel du côté de Tunis les 9, 10 et 11 février, ainsi qu'à Paris le 14 février. Donc, Destination Canada Forum Mobilité, c'est un événement où il y a des exposants canadiens et aussi locaux, c'est-à-dire qui travaillent avec nous pour informer le public, les gens qui sont intéressés par un projet de mobilité au Canada. Et c'est sur inscription. Les inscriptions vont ouvrir durant la semaine du 1er décembre, donc au courant de la première semaine de décembre. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que j'ai rien oublié en termes d'information. Grand merci à nos panélistes. Ce fut une heure bien remplie, remplie d'informations très utiles. Et puis, alors un grand merci à vous trois. Un grand merci au public d'avoir assisté à cette conférence et on vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup. Merci, Merci. au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.